Ma mère m'a regardé avec ses grands yeux innocents et m'a dit qu'il n'avait le budget que pour une seule place supplémentaire sur le navire de croisière. Ma sœur y allait. On attendait de moi que je sois mature à ce sujet. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils emballaient maillots de bain et crème solaire, je vidais silencieusement la maison entière, facture par facture. La lumière du soleil filtrait dans la salle à manger de la maison de mes parents, projetant de longues ombres sur la table où j'étais assise face à ma mère, mon père et ma jeune sœur, Léa. L'air du samedi matin sentait le café et les brioches à la cannelle que ma mère avait réchauffées. Une nourriture réconfortante qu'elle ne sortait que lorsqu'elle voulait quelque chose ou devait annoncer une mauvaise nouvelle. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Ma mère a annoncé la croisière de 10 jours aux Caraïbes avec une emphase théâtrale qui aurait rendu jalouse une actrice de la Comédie Française. Ses mains s'agitaient dans l'air alors qu'elle décrivait la cabine avec vue sur l'océan. Le buffet petit déjeuner à volonté et les crédits spa inclus dans le forfait premium. Elle a peint un tableau si vivant que je pouvais pratiquement sentir l'air salin et le soleil tropical sur ma peau. Ça a l'air incroyable, ai-je dit, sincèrement heureuse pour eux. Après l'année qu'ils avaient eue, l'alerte santé de papa en mars, l'anxiété de maman concernant son rétablissement, ils méritaient une pause. OK, quand est-ce qu'on part? L'atmosphère a changé si brutalement que j'ai senti la température chuter. Les mains animées de ma mère se sont figées en plein geste. Mon père est soudainement devenu fasciné par sa tasse de café. Léa, ma sœur de 29 ans, qui ne savait toujours pas ce qu'elle voulait faire de sa vie, regardait n'importe où sauf vers moi. « Je viens aussi, n'est-ce pas? » J'ai posé cette simple question, qui est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Le silence ne s'est pas contenté de flotter là, il a suffoqué la pièce, pesant sur ma poitrine jusqu'à ce que je doive me rappeler de respirer. Au lieu d'un refus catégorique, qui aurait au moins été honnête, ma mère s'est penchée par-dessus la table et a saisi ma main. Ses doigts étaient chauds, sa prise ferme, et son visage s'est arrangé en une expression de culpabilité parfaitement rodée. « Élise, ma chérie, » a-t-elle commencé, sa voix tombant dans un murmure conspirateur, dégoulinant de cette douceur qu'elle réservait à la manipulation déguisée en sollicitude maternelle. Tu sais à quel point cette année a été dure. Les Durand, à côté, reviennent tout juste d'Italie. Et ton père, honnêtement, il a l'impression de nous avoir laissé tomber. Avec ses heures réduites, il se sent diminué. Cette croisière n'est pas juste des vacances, c'est une question de dignité. Il s'agit de montrer à tout le monde, de se montrer à lui-même qu'il peut encore offrir une vie de premier ordre à sa famille. Elle a pressé ma main, me regardant avec des yeux humides. Le médecin a dit que le stress est son pire ennemi en ce moment. Il a besoin d'espace pour respirer et se détendre, sinon j'ai peur qu'il ne s'effondre. Et la cabine qu'on a réservée, c'est la suite de luxe. Elle est conçue pour 3 personnes, maximum. Acheter un 4e billet aurait fait basculer le budget de serré à impossible. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été celle qui se sacrifie pour l'équipe, Élise. Nous avons besoin que tu prennes sur toi pour que ton père puisse se sentir comme un roi pendant 10 jours. Je voulais faire remarquer que le besoin de dignité de papa ne l'avait jamais empêché d'inviter ses copains de poker à s'entasser autour de la table à manger que j'avais acheté, mais je suis restée silencieuse. Et Léa, a continué maman, les yeux s'embuant sur commande. Elle est si fragile en ce moment. La situation avec Thomas l'a vraiment brisée. Elle a besoin de ce voyage pour se retrouver, pour guérir, pour se rappeler qui elle est sans un homme pour la définir. Léa a hoché la tête solennellement, jouant son rôle à la perfection. Peu importe que c'était elle qui avait trompé Thomas ou qu'elle s'en était remise en 1 semaine en sortant en boîte tous les soirs. La formulation de ma mère, la situation, était un cours magistral de réécriture de l'histoire pour faire de Léa la victime. Puis était venu le coup de grâce, délivré avec une précision chirurgicale. Tu as toujours été le roc, Élise, la forte, la responsable. Ma mère a serré ma main plus fort. Nous savions que tu serais la seule assez mature pour comprendre pourquoi nous ne pouvions pas faire marcher ça pour 4 personnes. Tu pourras tenir le fort, n'est-ce pas? Passe? Quelqu'un doit rester ici, arroser les plantes, relever le courrier. Tu comprends, n'est-ce pas, ma puce? Ce n'était pas une question. C'était un ordre emballé dans de la flatterie, un compliment armé conçu pour faire taire toute protestation avant même que je puisse la formuler.
Mon père a finalement levé les yeux de sa tasse, s'éclaircissant la gorge. Ça a été une année difficile financièrement, Élise. Nous avons dû faire des choix difficiles pour garder les apparences. Mais tu sais qu'on t'emmènerait si on pouvait se le permettre. Le mensonge trônait entre nous comme une troisième présence à table. Je connaissais la vérité qu'il ne disait pas. J'avais vu le relevé de carte de crédit sur le comptoir la semaine dernière quand je triais leur courrier, une autre de mes responsabilités non officielles. La croisière avait été payée avec une carte à taux d'intérêt de 18 %. Ils n'avaient pas économisé pour ce voyage, ils l'avaient financé à crédit pour impressionner les voisins. Et quand les factures tomberaient dans quelques mois, quand les heures réduites de papa et les frais médicaux rendraient impossible le paiement du minimum, ils viendraient me voir, comme ils le faisaient toujours. J'ai pensé aux 300 € que j'avais discrètement virés sur leur compte en novembre dernier quand la facture de chauffage était en retard. Aux 500 € que je leur avais prêtés en février et dont on n'avait plus jamais parlé. Aux innombrables fois où j'avais fait les courses sans jamais être remboursée parce que tu étais au magasin de toute façon. Mais je n'ai pas argumenté, je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table ni jeté les brioches contre le mur, même si chaque cellule de mon corps le voulait. J'ai simplement hoché la tête. « Bien sûr, » me suis-je entendu dire. « Je comprends, vous le méritez. » Le visage de ma mère a été inondé de soulagement. « Oh chérie, je savais que tu comprendrais. Tu es une si bonne fille. » Pour comprendre pourquoi je n'ai pas riposté à ce moment-là, je dois expliquer les 8 dernières années de ma vie. À 26 ans, fraîchement licenciée de mon premier vrai travail, je suis retournée vivre chez mes parents. C'était censé être temporaire, 3 mois, peut-être 6. Il n'y avait pas de bail, pas de contrat de location, juste un accord verbal selon lequel j'aiderais là où je peux, en attendant de me remettre sur pied. Je me suis remise sur pied en 4 mois. J'ai décroché mon poste actuel de coordinatrice des opérations pour une entreprise de logistique. Ce n'est pas glamour, et je ne suis pas riche, mais je gagne bien ma vie et je suis douée avec les budgets. Vraiment douée. Mais je ne suis jamais partie. L'idée d'aider là où je peux a évolué comme une tumeur à croissance lente. D'abord, c'était une participation aux courses. Puis la facture Internet parce que c'est toi qui l'utilises le plus pour tes jours de télétravail. Puis l'électricité parce que tu laisses ton ordinateur chargé toute la nuit. En un an, je couvrais 3 factures de charge et j'achetais les produits de première nécessité chaque fois que je remarquais qu'on en manquait. Puis sont venus les meubles. Le vieux canapé s'est effondré un samedi matin, les ressorts perçant les coussins. J'ai acheté un remplaçant, multe 200 € pour un canapé d'angle décent qui durerait. La télévision a rendu l'âme pendant la finale de l'Euro. J'en ai acheté une nouvelle, 800 € pour une télé connectée avec toutes les capacités de streaming dont mes parents ne pouvaient soudainement plus se passer. Le lave-linge et le sèche-linge ont lâché il y a 2 ans. J'ai remplacé les deux. 1500 € au total parce que ma mère disait qu'elle ne ferait plus jamais confiance à un appareil d'occasion après que notre ancien a inondé la buanderie. La batterie de cuisine parce que nos vieilles casseroles étaient pratiquement des antiquités. La table de salle à manger parce que l'ancienne était une honte quand on a des invités. Le petit électroménager. Un nouveau micro-ondes, une machine à café, un robot pâtissier. Ce robot que ma mère insistait pour avoir et qu'elle a utilisé exactement 2 fois. Plus de 15 000 € au total. Je n'avais jamais fait le total jusqu'à récemment, mais le chiffre vivait dans mon esprit maintenant, un rappel constant. Je n'étais pas riche, j'étais prudente, j'économisais, je planifiais. Chaque achat était un petit sacrifice que je me disais temporaire, un investissement dans l'harmonie familiale. Pendant ce temps, Léa vivait comme un oiseau voltigeant d'une expérience à l'autre. Elle voyageait au Mexique, au Colorado, à New York. Elle allait à des concerts et des festivals de musique. Elle changeait de travail comme les gens normaux changent de chaussettes, ne restant jamais nulle part assez longtemps pour construire une épargne ou une stabilité. Et on ne lui a jamais demandé de contribuer ne serait-ce qu'un centime parce qu'elle a besoin d'expérience et qu'elle se cherche encore. J'avais 34 ans. Apparemment, je m'étais trouvée il y a des années et ce que j'étais, c'était un paillasson. Le samedi matin est arrivé avec une normalité douloureuse. L'allée bourdonnait d'activités, les valises chargées, les objets de dernière minute rappelés, l'énergie frénétique de ma mère alors qu'elle vérifiait pour la 3e fois les passeports et les cartes d'embarquement. Je me tenais sur le perron, observant le chaos organisé comme une spectatrice de la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, n'oublie pas,
a dit ma mère en se tournant vers moi, son sac de voyage déjà sur l'épaule. Arrose les plantes 2 fois par semaine, la fougère est capricieuse, alors vérifie la terre avant de l'arroser. Relève le courrier tous les jours, je ne veux pas que la boîte déborde, et garde la maison rangée, s'il te plaît. On sera épuisé quand on rentrera, et je détesterai revenir dans le désordre. Compris, ai-je dit. Mon père m'a donné une accolade latérale maladroite, le genre qui disait « Je me sens vaguement coupable, mais pas assez pour changer quoi que ce soit. » Léa a fait un signe de la main depuis le siège passager, déjà en train de faire défiler son téléphone. Ma mère s'est arrêtée à la portière de la voiture, se retournant avec cette même expression rodée de gratitude et de compassion. « Tu es une si bonne fille, Élise. Tu comprends toujours tout. On a tellement de chance de t'avoir. » Les mots auraient dû ressembler à une étreinte. Au lieu de cela, ils ressemblaient à des chaînes. J'ai regardé la voiture reculer hors de l'allée, ma mère agitant la main avec enthousiasme à travers la vitre. Je suis restée là jusqu'à ce qu'ils tournent au coin et disparaissent, le bruit du moteur s'estompant dans les sons calmes du samedi matin du quartier, tondeuse à gazon, chien qui aboie, enfants qui jouent. En logistique, nous avons un terme, point de rupture catastrophique. C'est quand un système fonctionne au-delà de sa capacité depuis si longtemps qu'un seul facteur de stress mineur provoque l'effondrement de toute l'infrastructure. Ce n'est pas une question de goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est une question d'années d'avertissement de maintenance ignorée. Mon amour pour eux avait été l'équipe de maintenance. Colmatant les fissures, ignorant les alarmes, gardant l'installation en marche à mes propres frais. Mais en regardant la fougère sur le rebord de la fenêtre, cette fougère capricieuse et exigeante, j'ai réalisé que l'équipe venait de démissionner. Ma machinerie émotionnelle ne s'est pas cassée, elle a simplement changé de mode. Commande manuelle, engagée, centres émotionnels, hors ligne. Efficacité opérationnelle maximale. Je ne ressentais pas de rage. La rage est désordonnée. La rage est inefficace. Ce que je ressentais, c'était le calme froid et clarifiant d'un entrepôt chaotique, enfin en cours d'organisation. Je suis rentrée, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. La maison semblait déjà différente, plus vide, non pas parce qu'ils étaient en partie, mais parce que quelque chose en moi avait changé au moment où cette voiture s'était éloignée. J'ai regardé la fougère à nouveau. Je n'allais pas arroser cette fougère. Je n'allais pas relever le courrier, ranger la maison ou tenir le fort. J'avais fini de comprendre. Le silence dans la maison n'était pas paisible, il était révélateur. Pour la première fois en 8 ans, je me tenais dans le salon, sans le bruit de fond de la télévision que mon père gardait toujours allumée, sans le commentaire continu de ma mère sur les potins du quartier ou ceux qui devaient être réparés ou nettoyés, sans la musique de Léa filtrant à travers la porte de sa chambre. Juste le silence. Et dans ce silence, je pouvais enfin entendre mes propres pensées, sans interruption. J'ai traversé la pièce lentement, délibérément, comme un inspecteur expertisant une propriété. Mais je ne voyais plus un foyer. Je voyais un grand livre comptable, un bilan de travail et d'argent qui ne me serait jamais remboursé. Le salon. Le canapé d'angle que j'avais acheté avec ma prime de Noël de l'année dernière. 200 €. Je me souvenais du vendeur promettant qu'il durerait 15 ans. J'avais choisi un gris neutre parce que maman disait que ça irait avec tout. J'ai passé la main sur les coussins, pensant aux 15 ans que j'étais censée avoir avec ce meuble. Des années que j'avais apparemment offertes à des gens qui ne pouvaient même pas se permettre de m'emmener en croisière. Le coin télé, la télévision, 800 €, achetés sur 6 mois de paiement mensuel parce que sortir autant d'argent liquide d'un coup aurait détruit mon fonds d'urgence. J'avais configuré tous les services de streaming, appris à papa comment utiliser la télécommande et regardé mes recommandations se remplir d'émissions que je n'avais jamais choisies. La salle à manger, la table pour laquelle j'avais économisé 3 mois. Un autre 600 € qui n'a, d'une manière ou d'une autre, jamais été discuté comme étant ma table, mais est devenu la table familiale en 1 semaine. J'ai tracé mon doigt le long du bord, me souvenant à quel point j'avais été fière quand elle avait été livrée. Quelle stupidité, la cuisine. Le robot pâtissier, 300 €, la nouvelle machine à café, 150 €. La batterie de casserole et poêle, 400 €, qui remplaçait les antiquités embarrassantes dont ma mère se plaignait. Tout de qualité supérieure. Parce que quand j'achète quelque chose, je l'achète bien. C'était ma philosophie.
investir dans de bonnes choses qui durent. Quelle ironie de ne jamais avoir appliqué cette philosophie aux relations humaines. La buanderie, l'ensemble lave-linge et sèche-linge. 1 500 € au total, achetés après que notre vieille machine a inondé le sol et que ma mère a fait une dépression complète à propos de la moisissure et des dégâts des eaux. J'avais recherché des modèles pendant 2 semaines, lu des centaines d'avis et choisi l'ensemble le plus fiable que je pouvais me permettre. Ce n'était plus juste des objets, c'était des preuves. Preuves d'un schéma dont j'avais été trop proche pour le voir. J'ai monté les escaliers vers ma chambre, la plus petite des 3, parce que Léa avait besoin de la plus grande pour son espace créatif, ce qui signifiait surtout des piles de vêtements et des loisirs abandonnés. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas, extrayant un dossier bleu marine que je gardais depuis l'université. C'était une habitude de mon travail de coordinatrice des opérations. Je documentais tout. Numéro de commande, confirmation de suivi, date de livraison, garantie. Je classais les reçus non pas parce que je soupçonnais quoi que ce soit, mais parce que perdre de la documentation me rendait folle. Si quelque chose cassait sous garantie, j'avais besoin de la preuve d'achat. Si une entreprise me surfacturait, j'avais besoin de preuves. C'était une habitude professionnelle, rien de plus. Jusqu'à maintenant, j'ai ouvert le dossier. Des relevés bancaires remontant à 6 ans, des confirmations par email de chaque achat majeur, des photos de reçus que j'avais prises sur mon téléphone et oubliées. Même quelques notes manuscrites que j'avais faites pendant des mois particulièrement coûteux, suivant où mon argent était allé. Je les ai étalées sur mon bureau comme les pièces d'un puzzle. Sauf que ce puzzle, une fois assemblé, montrait une image que j'avais évitée pendant des années. Mon exploitation. Canapé, une 200 €, check. Télévision, 800 €, check. Lave-linge et sèche-linge, 1 500 €, check. Table à manger, 600 €, check. Électroménager de cuisine, 850 €, check. Ustensiles de cuisine, 650 €, check. Chargé mensuel que je couvrais. Internet, 80 €. Électricité en moyenne, 150 €. Eau, pendant les mois d'été, 60 €. Sur plus de 8 ans, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé une nouvelle feuille de calcul Excel. Colonne A, article. Colonne B, coût. Colonne C, date d'achat. Colonne D, valeur actuelle estimée. Mes doigts bougeaient une main sur le clavier automatiquement, avec cette même efficacité que j'apportais aux problèmes logistiques au travail. Ce n'était plus émotionnel, c'était des données que je pouvais quantifier, organiser et armer. Total dépensé, 15 340 €. Le chiffre brillait sur mon écran comme une accusation. 15 340 €. C'était une voiture d'occasion décente. C'était une année de loyer. C'était 6 mois d'économie que je n'avais pas parce que j'avais meublé la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas à propos de la croisière. La croisière était juste l'insulte finale. Le moment où le schéma devenait impossible à ignorer. C'était à propos de 8 ans à être la responsable, le roc, la fille qui comprend toujours, tout en étant systématiquement drainée. J'ai fermé le tableur et je me suis adossée à ma chaise, fixant le plafond. Une tache d'eau en forme de nuage marquait le coin, quelque chose que j'avais remarqué il y a 2 ans et proposé de faire réparer. « T'inquiète pas pour ça », avait dit papa. « On s'en occupera un jour. » Un jour n'est jamais venu, mais mes contributions arrivaient toujours. La réalisation ne m'a pas frappée comme une vague. Elle s'est cristallisée, nette et claire. Je devais partir, pas un jour, pas après la croisière. Pas après avoir tenu une réunion de famille où je serais manipulée pour rester juste un peu plus longtemps. Maintenant, pendant qu'ils étaient partis. Pendant que j'avais 10 jours pour exécuter sans interférence. J'ai rouvert mon ordinateur portable, mais je n'ai pas perdu de temps à parcourir les annonces d'appartements ou à attendre des vérifications de solvabilité qui prennent des semaines. J'avais appris il y a longtemps que les déménagements résidentiels sont lents, embourbés dans les dossiers, les vérifications de référence, les négociations de dépôt de garantie et les propriétaires qui mettent une éternité à répondre. Au lieu de cela, j'ai sorti mes contacts professionnels du travail. Notre entreprise de logistique travaille en partenariat avec des fournisseurs de logements d'entreprise, des suites exécutives meublées, conçues pour les employés relocalisés,
les consultants en voyage, les gens en transition qui ont besoin de solutions clés en main immédiatement. J'ai fait défiler mes emails enregistrés jusqu'à ce que je le trouve. Résidence Riviera Business. J'avais réservé des hébergements là-bas pour des directeurs régionaux en visite au moins une douzaine de fois. Je connaissais leur processus. Je connaissais leur délai d'exécution. Et je savais qu'ils valorisaient les relations d'entreprise, ce qui signifiait un minimum de paperasse et une approbation rapide. J'ai appelé la ligne directe, contournant entièrement le site web. Résidence Riviera, ici Marc. Bonjour Marc, c'est Elise Graham de chez Davidson Logistics. J'ai besoin d'une réservation d'urgence de 30 jours pour moi-même. Situation personnelle. Qu'avez-vous de disponible pour une occupation immédiate? Laisse-moi vérifier. Nous avons une chambre avec vue sur la mer disponible maintenant. C'est 2100 € pour le mois, toutes charges comprises, entièrement meublée, cuisine approvisionnée avec les bases. J'aurais besoin d'une empreinte de carte de crédit et de ton ID d'employé pour la vérification. 500 €. C'était cher, presque le double de ce que je paierais pour un appartement normal. Mais j'avais une arme secrète, un fonds d'urgence que je reconstruisais discrètement depuis le désastre du lave-linge il y a 2 ans, spécifiquement pour un événement catastrophique. Je n'avais juste pas réalisé jusqu'à maintenant que l'événement catastrophique serait ma propre libération. Parfait, je la prends. À quelle vitesse pouvez-vous avoir les papiers presse prêts? Donne-moi 2 heures, je t'envoie tout par email. J'ai raccroché et fixé mon téléphone. 2 heures. Dans 2 heures, j'aurai un endroit où aller. Un endroit qui était à moi, où je ne devais rien à personne, où les meubles appartenaient à la société de location et où je pouvais partir à la fin du bail sans laisser des milliers d'euros derrière moi. Mes mains ne tremblaient pas. Elles auraient dû, c'était la plus grande décision que j'avais prise depuis des années, mais elles étaient stables. C'était ainsi que je fonctionnais sous pression au travail. Identifier le problème, trouver la solution la plus efficace, exécuter sans émotion. L'hésitation était l'ennemi de la logistique. J'ai passé ces 2 heures non pas à paniquer, mais à planifier. J'ai sorti un inventaire mental de ce que je devais réellement emporter. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes documents, mes objets personnels. Tout le reste dans cette maison, les meubles, l'électroménager, les ustensiles de cuisine, m'appartenaient par achat, mais ils pouvaient rester, qu'ils les gardent, qu'ils réalisent quand exactement ce que j'avais fourni au moment où ce serait parti. Non, attendez, tout ne resterait pas. Je suis redescendue, traversant chaque pièce, prenant des notes mentales. Le canapé reste, la télé reste, le lave-linge et le sèche-linge restent, mais je prendrai la machine à café, la bonne, celle que j'avais achetée parce que j'aime vraiment le bon café. Je prendrai le robot pâtissier que ma mère a utilisé 2 fois. Je prendrai la moitié des ustensiles de cuisine, les pièces que j'utilisais réellement quand je cuisinais pour moi-même. Non, mauvaise approche. C'était pensé comme quelqu'un qui se souciait encore d'être juste. Nouvelle stratégie. Je prendrai tout ce que j'avais acheté, tout avec un reçu, tout ce que je pouvais prouver être à moi. Et je ne laisserai derrière moi que ce que je me sentais assez généreuse pour laisser. Mon email a sonné. Le contrat de location de la résidence Riviera, prêt pour la signature numérique. Je l'ai lu attentivement, des formations professionnelles, avant de signer. Date d'emménagement, mardi. Cela me donnait 3 jours pour exécuter le déménagement pendant les heures de bureau normales, quand aucun des voisins ne poserait de questions sur un camion de déménagement. J'ai mis en place le transfert de courrier en ligne, effectif dès mardi. Ma banque, mon assurance, mes cartes de crédit, toutes routées vers la nouvelle adresse. Le dimanche après-midi, assise dans ma chambre avec des contrats signés et une date de déménagement assurée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle. Je n'étais plus la fille qui dépannait, je n'étais pas le roc, la responsable, la personne mature qui comprend toujours. J'étais Elise Graham, coordinatrice des opérations, et j'exécutais l'opération logistique la plus importante de ma vie. M'extraire de gens qui avaient confondu ma compétence avec de la soumission. Les plantes pouvaient mourir, le courrier pouvait s'empiler, la maison pouvait rester vide et en attente. J'avais une suite vue mer ou emménager et 10 jours pour disparaître avant qu'ils ne sachent que j'étais partie. 2 jours plus tard, par un mardi matin qui semblait suspectement ordinaire,
Le calme du quartier fut brisé par le grondement sourd d'un camion de déménagement professionnel reculant dans l'allée de mes parents. J'avais programmé les déménageurs pour 8 heures, pile, assez tôt pour que la plupart des voisins soient déjà au travail, mais assez tard pour que je n'ayais pas l'air de m'enfuir en douce dans l'obscurité. Le démantèlement physique de la maison de mes parents a commencé avec une efficacité surprenante. Le chef d'équipe, un homme trapu aux mains tannées et muni d'un porte-bloc, s'est approché de moi à la porte d'entrée. « Tout ce qui est marqué par ?» a-t-il demandé, scannant l'intérieur avec une indifférence professionnelle. J'ai hoché la tête, la gorge serrée, mais ma résolution blindée. Tout avec une étiquette jaune, rien d'autre. J'avais passé le dimanche après-midi à parcourir la maison avec un rouleau d'autocollant jaune vif, marquant méthodiquement chaque objet que j'avais acheté au cours des 8 dernières années. Le canapé, où ma mère tenait court pendant ses marathons téléphoniques. Étiquette jaune. La télévision à écran plat que mon père regardait pendant des heures, pendant que je cuisinais le dîner après le travail. Étiquette jaune. La table à manger où Léa n'aidait jamais à débarrasser. Étiquette jaune. Les chaises assorties, le lave-linge, le sèche-linge, le robot dans la cuisine, la machine à café, le micro-ondes, la bibliothèque dans le couloir, même le rideau de douche dans la salle de bain principale. Des étiquettes jaunes partout, comme une chasse au trésor bizarre à l'envers. Les déménageurs travaillaient avec ce genre de rythme rodé qui vient d'années à démonter des vies et à les réassembler ailleurs. Ils ont enveloppé le canapé à 1200 € dans des couvertures épaisses, le fixant avec du ruban adhésif industriel. La télévision à 800 € a été soigneusement nichée dans une boîte sur mesure. Le lave-linge et le sèche-linge, 1500 € l'ensemble, ont été sortis sur des diables renforcés, leur surface blanche glimant dans la lumière du matin, alors qu'ils roulaient vers le camion. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant l'effacement systématique de 8 ans de servitude financière. Chaque objet qui disparaissait dans le camion était un poids levé de ma poitrine. La table à manger, les chaises, le tapis du salon, l'électroménager de cuisine, la literie de la chambre d'amis que j'avais occupée avant de déménager il y a des années, les serviettes, les casseroles, la vaisselle, tout. Parti, j'avais intentionnellement laissé derrière les objets que je n'avais pas payés, les choses qui existaient dans la maison avant que je ne devienne le distributeur automatique de la famille. Le vieux fauteuil inclinable usé de mon père trônait dans le coin, son tissu marron délavé et boulochant aux accoudoirs. Une lampe en laiton bon marché que ma mère possédait depuis les années 80 se tenait sur le sol à côté, son abat-jour jauni par l'âge. Quelques pièces décoratives poussiéreuses, des figurines en céramique et des plantes artificielles restaient sur le manteau de la cheminée, intactes, sans étiquette jaune. Ces choses n'étaient pas à moi. Je n'étais pas une voleuse. Je récupérais simplement ce qui m'appartenait. Alors que les déménageurs vidaient le salon, l'espace s'est transformé sous mes yeux. Ce qui avait été autrefois encombré et étouffant est devenu vaste et creux. Les parquets, habituellement cachés sous les meubles et les tapis, s'étendaient nus et éraflés. Des moutons de poussière se terraient dans les coins où le canapé avait été. Les murs semblaient nus sans la télévision montée au centre. Et là, au milieu de tout ce vide, trônait le fauteuil de mon père. Je l'ai fixé un long moment, sentant quelque chose de pointu et compliqué se tordre dans ma poitrine. Ce fauteuil pathétique et élimé, était le seul vrai meuble restant dans tout le salon. Il avait l'air absurde assis là tout seul, un monument à la dysfonction. Une idée m'a frappée avec la force de la poésie. J'ai traversé la pièce vide, mes pas résonnant dans l'espace creux. Me penchant, j'ai agrippé les côtés du fauteuil et j'ai commencé à le traîner vers le centre de la pièce. Le vieux fauteuil a protesté, ses pieds raclant contre le sol avec un grincement terrible, mais j'ai persisté. Quand j'ai atteint ce que j'estimais être le centre exact du salon, je me suis arrêtée. Avec des mouvements précis et délibérés, j'ai redressé le fauteuil. Je l'ai ajusté à gauche, puis à droite, observant les angles depuis différentes positions dans la pièce jusqu'à ce qu'il soit parfaitement centré. J'ai reculé, étudiant mon travail avec l'œil critique d'un artiste évaluant une installation de galerie. Voilà, parfait. Le fauteuil trônait seul dans le vaste vide comme un trône dans un royaume abandonné. C'était une représentation visuelle de l'ironie qui avait défini ma vie pendant près d'une décennie.
Je venais de traiter ce fauteuil sans valeur avec plus de soin, plus de respect et plus de considération que mes parents ne m'en avaient jamais montré. La pièce ne semblait pas triste. Elle semblait honnête. C'est le dernier à appeler le chef d'équipe depuis la porte d'entrée. On se dirige vers la résidence maintenant. Vous nous suivez? Oui, ai-je dit, jetant un dernier regard autour de moi. Je suis juste derrière vous. Mon amie Pauline m'a retrouvée à la résidence pour m'aider à m'installer. Elle est arrivée portant 2 cafés glacés et vêtue de sa veste en cuir emblématique, ses cheveux auburn tirés en un chignon désordonné. Pauline avait été la première personne extérieure à valider ma réalité quand j'avais finalement confessé l'étendue de l'exploitation financière de ma famille il y a des mois. « Bon sang, Élise !» Elle a soufflé, entrant dans l'appartement meublé. « Cet endroit est magnifique. » Il l'était vraiment. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur un morceau de mer au loin. La cuisine avait des comptoirs en granit et de l'électroménager en inox. La chambre était assez spacieuse pour un grand lit et une commode correcte. Les meubles que j'avais apportés de chez mes parents, mes meubles, s'intégraient parfaitement dans le salon. Alors que nous déballions des cartons dans le nouvel espace, arrangeant des coussins et accrochant des cadres, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Maman, portable. Mon estomac s'est noué. Ils appelaient depuis la croisière, vérifiant probablement si j'avais arrosé leurs plantes ridicules comme la fille obéissante qu'ils supposaient que je serais toujours. J'ai fixé l'écran, le regardant s'allumer et vibrer à chaque sonnerie. Pauline a regardé, a vu le nom et a haussé les sourcils en une question silencieuse. J'ai secoué la tête. Le téléphone a sonné et sonné jusqu'à ce qu'il passe finalement sur messagerie. Quelques secondes plus tard, il a vibré à nouveau. Une notification de message vocal. Je ne l'ai pas écouté. J'ai retourné le téléphone face contre le comptoir et je suis retournée déballer. « Ça va? » a demandé Pauline doucement. « Je suis parfaite, » ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'ai passé le reste de la semaine à m'installer dans ma nouvelle vie. La suite était devenue mon sanctuaire. Un endroit où personne n'exigeait rien de moi, où je pouvais manger des céréales pour le dîner si je voulais, où la seule personne à qui je devais rendre des comptes était moi-même. La paix était terrifiante au début. Je continuais à m'attendre à ce que ma mère appelle avec une urgence, une crise nécessitant mon intervention financière immédiate. Je continuais à anticiper les textos culpabilisants de mon père sur sa santé. Mais mon téléphone restait silencieux. Ils étaient sur un bateau de croisière quelque part en Méditerranée, béatement ignorant que leur filet de sécurité s'était volatilisé. Chaque matin, je me réveillais dans mon propre espace. Je faisais du café dans ma propre machine à café. Je m'asseyais sur mon propre canapé et regardais la mer. Au travail, je me concentrais sur les rapports logistiques et les plannings d'expédition avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Marc, mon directeur, a commenté que je semblais différente, plus légère, d'une certaine manière. De grands changements, ai-je dit vaguement, et il n'a pas insisté. Mais malgré la paix, malgré la justesse de ce que j'avais fait, je ne pouvais pas me détendre complètement. L'horloge tournait. Alors que le dimanche soir approchait, je me suis retrouvée debout à la fenêtre de mon appartement, regardant le ciel viré au violet contusionné. Quelque part là-bas, un avion atterrissait, un bateau de croisière accostait. Mes parents et Léa revenaient quant à la réalité. J'étais en sécurité dans mon nouvel appartement, entourée de mes propres affaires et de mes propres choix. Mais je savais avec la certitude absolue de quelqu'un qui avait passé 34 ans à apprendre les schémas de la dysfonction que la tempête était sur le point de toucher terre. Le soleil s'était à peine couché le dimanche soir quand mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse sur ma table de nuit. J'étais dans la cuisine en train de faire du thé quand les notifications ont commencé à affluer, texto après texto, appel après appel, tous de numéros que je reconnaissais. Puis mon téléphone s'est allumé avec un message de Pauline. Une photo. Je l'ai ouverte, le cœur battant la chamade. L'image montrait la maison de mes parents de l'extérieur. Dans le cadre se tenaient ma mère, mon père et Léa, tous figés devant la porte d'entrée. La main de ma mère était sur la poignée, mais elle fixait droit devant elle à travers la porte ouverte dans la maison. Même sur la photo granuleuse, je pouvais voir le choc sur son visage. Derrière eux, l'expression de Léa était de pure incrédulité, la bouche légèrement ouverte alors qu'elle fixait le salon complètement vide.
Ils étaient revenus dans une coquille de maison. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Maman, papa, maman encore, Léa, un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement un parent qu'ils avaient déjà appelé pour se plaindre. J'ai mis chaque appel sous silence, mes mains étonnamment stables. Je m'étais attendue à un délai dans leur réaction. Peut-être qu'ils passeraient mettre quelques heures à évaluer les dégâts, peut-être appeler un avocat d'abord, ou peut-être se mettre dans une colère noire avant de me confronter. Mais j'avais mal calculé un détail critique. Mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a glacé le sang. Position partagée avec le groupe famille. Mon estomac a chuté comme une ancre. Le cercle de sécurité familiale. La fonctionnalité de suivi qu'ils avaient insisté pour que j'active sur mon iPhone il y a 3 ans quand mon père avait des problèmes de santé. Juste au cas où il arrive quelque chose, avait dit ma mère, pour qu'on puisse se trouver en cas d'urgence. Mais ce n'était jamais à propos d'urgence, c'était à propos de surveillance. Il s'agissait de savoir où j'étais à tout moment, de maintenir le contrôle même quand je n'étais pas physiquement en leur présence. Je m'étais tellement habituée à ce que ce soit là que j'avais complètement oublié de le désactiver avant de déménager. Ils n'avaient pas besoin de me trouver via une lettre ou une adresse de réexpédition. Ils m'ont traqué numériquement comme un bagage perdu, suivant le petit point bleu sur leur iPhone directement jusqu'à ma résidence. Ce même soir, moins de 2 heures après avoir atterri, ils m'ont trouvé. Les coups sur ma porte étaient assez agressifs pour faire trembler le cadre. À travers le Judas, je pouvais les voir tous les trois, ma mère devant, mon père derrière elle, l'air épuisé par le voyage, et Léa planant en arrière-plan, les bras croisés. « Lise !» a crié ma mère, sa voix perçante même à travers la lourde porte. « On sait que tu es là-dedans. On voit que tu es là. » Encore des coups. Plus fort cette fois. Ma mère agitait son téléphone vers la porte comme si elle essayait de chasser les mauvais esprits. « Pourquoi tu ne réponds pas? Ouvre cette porte tout de suite. » Je me tenais de l'autre côté, les regardant à travers le Judas, mon cœur s'emballant, mais mon esprit clair. La violation de ma vie privée, le fait qu'ils m'avaient traquée, comme si j'étais une criminelle, au lieu de leur fille, a alimenté ma résolution plus que leur colère ne le pourrait jamais. C'était le moment auquel je m'étais préparée. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Ils ont fait irruption dans mon appartement comme une équipe du SWAT, ma mère menant la charge. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu le salon, vu son canapé, sa télévision, sa table à manger, tous disposés magnifiquement dans mon nouvel espace. « Qu'est-ce que tu sais que tu crois faire, bon sang ?» a-t-elle exigé, se tournant vers moi. C'était l'appât stratégique. Je devais jouer ça exactement comme il faut. Je n'ai pas crié en retour. Je n'ai pas essayé de me justifier immédiatement. Je suis simplement restée là, les bras le long du corps, et je les ai laissés se décharger. Mon père s'est avancé, le visage rouge. « On t'a fait confiance. On t'a laissé pour surveiller la maison et tu l'as dépouillée. » Mais ensuite, ses yeux ont dardé vers l'endroit où la télé était montée sur mon mur, et j'ai vu une lueur d'autre chose, le calcul. Il n'était pas juste en colère que la télé soit partie, il était en colère parce qu'il savait exactement qui l'avait acheté, il connaissait l'argument qu'il était sur le point de perdre, et il essayait de crier assez fort pour noyer les faits. « As-tu une idée de ce qu'on a trouvé en rentrant? » La voix de ma mère montait dans l'hystérie. « La maison est vide, il ne reste rien, juste le vieux fauteuil de ton père assis au milieu de la pièce comme une sorte de blague malade. » Léa a finalement pris la parole depuis sa position près de la porte, sa voix dégoulinant de mépris. « J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi, mais c'est pathétique même pour toi. »« Jalouse ?» ai-je répété doucement. « Ne joue pas à l'idiote, » a claqué Léa. « Tu as fait ça parce que tu n'étais pas invitée à la croisière. Parce que maman et papa ont choisi de passer du temps avec moi au lieu de leur fille aînée aigrie et en colère qui ne s'est jamais amusée de sa vie. » Ma mère a hoché la tête vigoureusement. « C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu nous punis de t'avoir laissé derrière. Tu as pris tout ce qu'on a parce que tu ne supportais pas qu'on soit heureux sans toi. Tu nous as laissés sans rien, » a ajouté mon père, et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait pu être une blessure authentique si je ne savais pas mieux. « Comment as-tu pu être aussi cruel? » J'ai laissé les accusations déferler sur moi comme des vagues. Chacune était conçue pour me faire sentir coupable, pour me faire m'excuser, pour me faire tout remettre en place et reprendre mon rôle de distributeur automatique familial. Mais je suis juste restée là, silencieuse, encaissant. Pour eux,
Mon silence ressemblait à de la culpabilité, mon absence de défense ressemblait à de la honte. Je semblais prendre le coup, absorbant leur rage comme j'avais toujours absorbé leurs demandes et manipulations. Ma mère a étudié mon visage, cherchant des fissures. Quand elle a vu ce qu'elle a interprété comme de la défaite, sa posture a changé. Elle avait gagné. Ou du moins, le pensait-elle. « On réglera ça plus tard », a-t-elle dit froidement, se tournant déjà vers la porte, quand tu auras eu le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Ils sont partis dans un accès d'indignation vertueuse, les mots d'adieu de ma mère flottant dans l'air. « Tu vas regretter ça. » La porte s'est fermée derrière eux. Je me suis tenue dans mon salon, entourée de mes propres meubles, et je me suis autorisé un petit sourire sinistre. Ils pensaient avoir la supériorité morale. Ils pensaient que j'étais juste une fille aigrie qui avait agi dans un moment de vengeance mesquine. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Enhardis par mon absence de défense, ils ont lancé leur campagne de diffamation dans les 24 heures. L'histoire s'était répandue dans le réseau familial comme une traînée de poudre. Coups de téléphone aux parents, messages sur les réseaux sociaux qui évitaient soigneusement les détails précis, mais peignaient un tableau clair de victimisation. Conversations chuchotées sur le parking de l'église et dans les files d'attente du supermarché. Le récit était simple et dévastateur. Je les avais abandonnés. J'avais volé leurs affaires par dépit parce que je n'étais pas invitée à la croisière. Je les avais laissés, un couple vieillissant avec des problèmes de santé, avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient. Dès le mardi, je recevais des messages. Une tante éloignée. « Élise, ta mère m'a appelée en pleurs. Comment as-tu pu leur faire ça? » Une amie de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle a dit que tu les as laissés sans rien. Comment as-tu pu? Une ancienne voisine. J'ai toujours pensé que tu étais une fille si douce. Je suis si déçue. Chaque message ressemblait à une coupure de papier, petite mais cuisante. Ma mère avait toujours été une manipulatrice hors pair, mais cette campagne était particulièrement efficace. Elle s'était positionnée comme la victime d'une fille cruelle et ingrate, et les gens gobaient toutes. J'ai senti la brûlure de l'attaque sur mon caractère. Pendant un bref instant, je me suis demandé si je devais me défendre immédiatement. Publier mes reçus en ligne, exposer la vérité aux yeux de tous. Mais je n'ai pas paniqué. Au travail, le mercredi, mon directeur Marc m'a prise à part. C'était un homme pragmatique dans la cinquantaine, qui m'avait toujours traité avec respect et équité. Des qualités que j'avais appris à apprécier après 34 ans d'amour familial conditionnel. « Ça va, Graham? » a-t-il demandé, étudiant mon visage. « Tu as l'air distraite. »« Histoire de famille, » ai-je dit vaguement. Il a hoché la tête lentement. « Je ne demande pas de détails, sauf si tu veux les partager, mais je travaille avec toi depuis 6 ans et je te connais. Tu es l'une des personnes les plus responsables et fiables que j'ai jamais gérées. » Il a marqué une pause. « Je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille, mais je peux dire que tu portes plus que ce que quiconque réalise. Et quoi que tu aies fait, je ne pense pas que ce soit mal. » La validation inattendue m'a frappé plus fort que n'importe lequel des messages accusateurs. Ma gorge s'est serrée. « Merci. »« Tu n'as pas à me remercier pour avoir énoncé des faits, » a-t-il dit simplement. « Maintenant, retourne au travail. Ce planning d'expédition ne va pas s'optimiser tout seul. » Ce soir-là, Pauline est passée avec une pizza et du vin. Elle avait vu certains des posts sur les réseaux sociaux, les commentaires vagues mais ciblés de ma mère sur la trahison et le cœur brisé. « Ils y vont vraiment à fond, hein? » a dit Pauline, faisant défiler son téléphone. « Oh, ils pensent qu'ils ont gagné, » ai-je répondu, prenant une gorgée de vin. « Ils pensent que je suis la méchante de l'histoire. » Pauline a posé son téléphone et m'a regardé directement. « Si reprendre tes propres affaires fait de toi la méchante dans leur histoire, alors le problème existait bien avant que tu ne vides cette maison. » Elle avait raison. Et plus important encore, j'étais prête. Je les avais laissés tirer leur coup. Je les avais laissés me peindre comme la méchante. Je leur avais donné juste assez de cordes pour se pendre. Maintenant, il était temps de déclencher le piège. Les coups de téléphone avaient été incessants. 3 jours de harcèlement non-stop de la part de parents à qui je parlais à peine, soudainement très préoccupés par l'unité familiale et le respect des parents. Tante Caroline, qui ne m'avait pas invitée à Noël depuis 5 ans, a laissé un message vocal me traitant d'égoïste et cruelle.
Oncle Jacques a envoyé des paragraphes entiers sur à quel point grand-mère serait déçue, peu importe que grand-mère soit morte depuis 7 ans et n'ait jamais rencontré la moitié des meubles pour lesquels il pleurait. La campagne de diffamation fonctionnait exactement comme mère l'avait conçue. J'étais la fille ingrate, la voleuse, celle qui avait abandonné ses pauvres parents en difficulté pendant qu'ils étaient en vacances. Je les ai laissés parler. J'ai laissé les rumeurs se répandre comme une traînée de poudre dans les conversations de groupe de notre famille élargie et les sessions de potin du dimanche. Je ne me suis pas défendue, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas justifié, j'ai juste attendu. Parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La vérité avait des tickets de caisse. La réunion était l'idée de mère. Naturellement, elle a appelé ça une discussion de famille pour résoudre cette situation. Sa voix au téléphone avait ce trémolo travaillé, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens pensent qu'elle tenait à peine le coup. Nous devons parler de ça, Élise. Face à face, comme des adultes, j'ai accepté immédiatement, trop immédiatement, probablement car il y a eu une pause de son côté, une lueur d'incertitude avant qu'elle ne se reprenne. Demain, à 14 heures, à la maison. J'y serai, ai-je dit. Elle s'attendait à des excuses. Elle s'attendait à ce que je craque sous la pression du jugement familial, à ce que je me sente si coupable et honteuse que je ramènerais tout et implorerais le pardon. Elle s'attendait à ce que je me plie, comme je l'avais toujours fait. J'ai emballé mon iPad et un classeur à anneaux dans ma sacoche, et j'ai conduit jusqu'à la maison qui ne ressemblait plus à un foyer. Ils m'attendaient dans le salon vide quand je suis arrivée, tous les trois disposés comme un tribunal. Mère était assise dans le vieux fauteuil inclinable de père, le seul meuble restant dans toute la maison, positionné pile au centre de la pièce comme un trône. Père se tenait à côté d'elle, les bras croisés, essayant d'avoir l'air sévère malgré le fait qu'il s'appuyait lourdement sur sa canne. Léa était perchée sur le rebord de la fenêtre, faisant défiler son téléphone avec un désintérêt étudié. La pièce résonnait, chaque pas, chaque respiration. L'absence de meubles rendait l'espace énorme et hostile. « Tu es venue ?» a dit mère, comme si elle en doutait. « Vous me l'avez demandé. »« Nous l'avons exigé, » a corrigé père. « C'est allé assez loin, Élise. » J'ai posé mon sac soigneusement sur le sol et je me suis redressée. Je suis d'accord. Les yeux de mère se sont plissés. Alors tu comprends pourquoi nous sommes bouleversés. Tu nous as volés. J'ai pris ce qui était à moi. Et propriété familiale. Non. Ma voix a coupé la sienne, nette et propre. On n'est pas propriété familiale. Ma propriété. Achetée avec mon argent, et je peux le prouver. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti le classeur, d'abord une bête épaisse à code couleur organisée avec le genre de précision qui venait de 8 ans de gestion d'opérations logistiques. Je l'ai posé sur le sol entre nous avec un bruit sourd satisfaisant. Puis j'ai sorti mon iPad, l'ai tapoté pour l'allumer et l'ai tourné vers eux. Tout ce que j'ai retiré de cette maison, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, est quelque chose que j'ai payé et j'ai la documentation pour chaque article. J'ai ouvert le classeur au premier onglet. Commençons par le salon. Le tableau sur mon iPad était une merveille, codé par couleur, référencé, triable par date, par pièce, par coût. J'avais passé 2 soirées entières à le construire, important des données de 8 ans de relevés bancaires, de relevés de cartes de crédit et de reçus par email. Chaque achat, chaque paiement, chaque preuve, le canapé d'angle. J'ai tapé sur une ligne du tableur « Meuble Conforama, modèle Harper ». 200 €. Voici le relevé de carte de crédit. Voici le bon de livraison avec ma signature. J'ai fait glisser les pages pertinentes du classeur sur le sol. Mère les a regardées comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. La télévision. Samsung, 65 pouces 4K, 800 €. Acheté quand la vieille a rendu l'âme. Reçu Darty. Une extension de garantie à mon nom. Une autre page, une autre ligne surlignée à l'écran. La table basse, les tables d'appoint, les lampes, le tapis, j'ai tapé sur chacun, méthodique et implacable. Tout est à moi. Acheté entre 2017 et 2022, valeur totale pour le salon seul. 4,300 €.
Le visage de père virait à une teinte alarmante de rouge. C'est ridicule. La cuisine. Je ne l'ai pas laissé finir. Robot KitchenAid. 350 €. Robot culinaire. 120 €. L'ensemble complet de casseroles. 600 €. La table et les chaises de cuisine. Chêne massif. Commande personnalisée, 900 €. Nous avions besoin de ces choses, a dit Mère, mais sa voix avait perdu son tranchant confiant. Vous en aviez besoin? Je les ai achetés. J'ai fait défiler vers le bas. Le lave-linge et le sèche-linge. 1500 €. Acheté quand les vieux ont finalement lâché. Installation incluse. Mais voici le reçu d'Arty. Voici la garantie. Voici le débit carte bleue. J'ai levé les yeux vers eux, croisant chacun de leurs regards tour à tour. Les meubles de la chambre d'amis. La chambre de Léa, 800 €. Le bureau. Les classeurs. La bibliothèque. L'aspirateur. Le balai vapeur. Le purificateur d'air dans la chambre principale. Tape, tape, tape. Chaque article s'allumant à l'écran, chaque reçu glissant sur le sol. Voulez-vous que je continue? Parce que je peux. J'ai 8 ans de documentation. Chaque appareil, chaque meuble, chaque article ménager que j'ai acheté pour garder cet endroit fonctionnel pendant que vous dépensiez votre argent en croisière, en club de vin et dans le fonds de voyage de Léa. Le silence était assourdissant. J'ai dézoomé sur le tableau, leur montrant l'étendue complète. La valeur totale des articles que j'ai retirés de cette maison est de 15 743 €. C'est la somme était en bas. Mais c'est que j'ai investi dans votre confort sur 8 ans tout en vous payant 1 200 € par mois de loyer. J'ai laissé ça pénétrer. J'ai regardé les maths, les frapper comme de l'eau froide. 15 000 € en meubles et appareils, plus 96 mois de loyer à 1 200 € par mois. Ça fait 115 200 €. C'est que je vous ai donné. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Personne n'a répondu. Une chambre, un couvre-feu, une application de traçage sur mon téléphone et une famille qui m'a traité d'égoïste pour avoir voulu ma propre vie. La bouche de Mère s'est ouverte et fermée. Père a regardé les papiers éparpillés sur le sol comme s'ils pouvaient s'enflammer spontanément. Léa avait finalement arrêté de faire défiler, son téléphone oublié sur ses genoux. « Vous avez dit que je vous avais volé. » Ai-je continué, ma voix toujours calme, toujours professionnelle. Mais la vérité, c'est que vous me volez depuis 8 ans. Vous avez pris mon argent, mon temps, mon indépendance et ma dignité. Vous avez pris et pris et pris, et vous avez appelé ça la famille. J'ai fermé le classeur d'un claquement décisif. La seule chose que j'ai prise était ce qui m'appartenait déjà. Et si vous voulez contester cela, je vous suggère de trouver un avocat. Parce que je vous garantis que vous n'aimerez pas ce qu'ils vous diront sur la définition légale du vol. Le pouvoir dans la pièce avait changé si complètement que c'était presque visible. L'espace vide qui était censé m'intimider, censé me montrer la destruction que j'avais causée, leur montrait à eux à la place. Il leur montrait exactement combien j'avais porté, combien j'avais fourni, à quel point ils dépendaient de quelqu'un qu'ils traitaient comme une servante. Mère a essayé une dernière fois. « Nous sommes toujours tes parents. » « Et je suis toujours votre distributeur de billets apparemment? » J'ai ramassé mon iPad et l'ai rangé dans mon sac. Mais ce compte est fermé, maintenant, définitivement. J'ai laissé le classeur sur le sol, un cadeau d'adieu. Laissez-les s'asseoir avec. Laissez-les lire 8 ans de preuves qu'ils m'avaient exploité tout en appelant ça de l'amour. La rencontre avec Léa a eu lieu 3 jours plus tard. Son idée, communiquée par un texto concis. « On peut parler? Juste nous. Ce café que tu aimes près de la plage. » J'ai failli dire non. Presque. Mais je voulais voir si elle reconnaîtrait enfin son rôle là-dedans ou si elle continuerait à jouer la spectatrice innocente. Elle était déjà là quand je suis arrivée, assise dans une banquette près de la fenêtre, sa place habituelle quand nous nous retrouvions pour le brunch. Elle avait l'air fatiguée, sans maquillage, les cheveux en queue de cheval désordonnés, portant un sweatshirt que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. « Hey !» a-t-elle dit quand je me suis glissée sur le siège en face d'elle. « Hey !» Nous avons commandé. Elle a pris le toast à l'avocat et un latte glacé. J'ai pris un club sandwich et un café. Nous avons mangé dans un quasi-silence.
le genre de calme inconfortable qui était autrefois rempli de ses histoires sur des projets de voyage ou n'importe quel drame se passant dans son groupe d'amis. L'addition est arrivée sur un petit plateau noir placé exactement au centre de la table. Léa y a jeté un coup d'œil, puis est retournée à son téléphone. Faisant défiler. Attendant, je l'ai regardée un instant, cette femme que j'avais protégée, subventionnée et favorisée pendant des années. Ma petite sœur, l'enfant doré, celle qui n'a jamais eu à s'inquiéter parce que je m'inquiétais pour elle. J'ai pris l'addition, calculé ma part, sandwich, café, pourboire et placé 2 billets sur le plateau. 18 € exactement. C'est ma part, ai-je dit en me levant. La tête de Léa s'est relevée brusquement. Elle a fixé l'argent, puis moi, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose comme le choc. « Attends, quoi? » « Ma part. » 18 €. J'ai jeté mon sac sur mon épaule. Ton total est d'environ 22 €. Ils prennent la carte à la caisse. C'est Lise. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu es sérieuse là? Complètement. Elle a regardé l'addition à nouveau, puis l'argent que j'avais laissé, puis moi. À ce moment-là, la réalité s'est abattue sur elle. Pas les meubles, pas le déménagement, mais ça, cette petite interaction quotidienne que nous avions eue, des douzaines de fois où je payais toujours parce que je payais toujours pour toutes. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour 20 balles, a-t-elle dit, mais il n'y avait pas de colère, juste de l'incrédulité. Ce n'est pas pour les 20 balles, Léa. C'est pour le fait que tu t'attendais à ce que je paye. Tout comme tu t'attendais à ce que je paye pour tout le reste. Tout comme tu t'attendais à ce que je continue à subventionner ta vie pendant que tu cherchais ce que tu voulais faire de toi-même. Je ne t'ai rien demandé de tout ça. Tu n'avais pas à le faire. Tu m'as juste laissé faire. J'ai ajusté mon sac. Et tu le savais, n'est-ce que pas? Tu savais que maman et papa te préféraient. Tu savais qu'ils attendaient peut-être plus de moi que de toi. Tu savais que c'était injuste. Elle n'a pas nié. Pour une fois, elle n'a pas dévié, joué à l'idiote ou changé de sujet. Ouais, a-t-elle dit doucement. Je savais. Et tu n'as rien dit. Est-ce que c'est que ça aurait changé quelque chose si je l'avais fait? Ça aurait signifié que tu me voyais vraiment, au lieu de juste profiter des bénéfices de mon sacrifice. Les yeux de Léa brillaient maintenant, mais je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de désir de la réconforter. « Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. « Je suis sûre que tu l'es. Désolée que ce soit fini, probablement. » Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. Ton ardoise est toujours sur la table. Mieux vaut s'en occuper avant qu'il ne pense que tu fais un resto basket. Je l'ai laissée là, fixant une note de 22 € comme si c'était un miroir, lui montrant quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. La campagne de diffamation est morte en 1 semaine. Difficile de traiter quelqu'un de voleur quand il a 8 ans de reçu prouvant la propriété. Difficile de peindre quelqu'un comme cruel quand il a de la documentation montrant qu'il a payé plus de 100 000 € en loyer et dépenses. Je n'ai pas étalé ma défense partout sur les réseaux sociaux. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement répondu aux amis de la famille qui m'ont contacté, tante Caroline, oncle Jacques, quelques cousins, avec des corrections calmes et factuelles. Je comprends que mes parents vous ont dit que je les ai volés. Ce n'est pas exact. Tout ce que j'ai pris, je l'ai acheté. J'ai les reçus si vous voulez les voir. La plupart n'ont pas demandé de preuves. La confiance dans ma voix était une preuve suffisante. Le récit s'est effondré parce qu'il était construit sur un mensonge, et les mensonges ne peuvent pas supporter le poids de la vérité, surtout la vérité qui vient avec des tableaux Excel. Mère a appelé 2 semaines plus tard. Il faut qu'on parle. Ton père et moi voulons nous excuser. Je les ai rencontrés dans un café en centre-ville. Territoire neutre, espace public, temps limité. Ils semblaient plus vieux, d'une certaine manière, diminués. La canne de père semblait plus nécessaire que théâtrale. Le maquillage de mère ne pouvait pas tout à fait cacher les rides de stress. « Nous sommes désolés, a dit père en premier. Nous n'avons jamais réalisé combien tu faisais, combien tu portais. » Mais son ton avait ce tranchant, cette inflexion subtile qui rendait ma faute de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir rendu mon fardeau plus visible. « Nous pensions que tu voulais aider ?» a ajouté mère. « Nous pensions que ça te rendait heureuse de contribuer à la famille. »
J'ai remué mon café lentement, regardant la crème formée des motifs. Vous pensiez que je voulais payer 1 200 € par mois de loyer tout en achetant tous vos meubles et en ayant un couvre-feu à 34 ans? On ne t'a pas forcé. Tu n'avais pas à le faire. Vous avez juste rendu impossible de dire non sans être étiqueté égoïste. J'ai croisé ses yeux. Et quand j'ai finalement dit non, quand j'ai finalement repris ce qui était à moi, vous avez essayé de détruire ma réputation. Nous étions blessés, a dit Père. Nous avons mal réagi. Vous avez réagi exactement comme vous l'avez toujours fait, en vous faisant passer pour les victimes et moi pour la méchante. Le silence s'est étiré entre nous, brisé seulement par le sifflement de la machine à expresso et le murmure des autres conversations. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» a finalement demandé Mère. « Qu'est-ce que c'est qu'il faudra pour réparer ça ?»« Je ne veux rien de vous. » C'est ça le point. Je me suis adossée à ma chaise. Je ne reviens pas. Je ne fournis plus de soutien financier. Si vous avez besoin d'aide, débrouillez-vous. Trouvez des emplois. Réduisez la voilure. Vendez la maison. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Mais on est une famille. Oh, et les familles ne devraient pas s'exploiter les unes les autres. Les familles ne devraient pas traquer la localisation de l'autre comme des criminels. Les familles aussi ne devraient même pas avoir de favoris et s'attendre à ce que le défavorisé l'accepte simplement. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré quelque chose que j'avais fait la semaine précédente. Je m'étais retirée du cercle de sécurité familiale. Ma localisation était maintenant définitivement, heureusement privée. Je pense que vous devriez envisager une thérapie, ai-je dit. Vous deux. Peut-être une thérapie familiale si Léa est partante. Mais c'est votre choix. Votre responsabilité. Pas mon projet à gérer. Le visage de Mère s'est légèrement froissé. Alors, c'est tout? Tu en as juste fini avec nous? J'ai fini d'être utilisée par vous. Si vous voulez une vraie relation, une basée sur le respect mutuel et des limites, je suis ouverte à ça. Éventuellement, mais ça commence par vous reconnaissant ce que vous avez fait et changeant réellement. Pas juste dire que vous êtes désolé parce que vous avez perdu votre filet de sécurité. Père a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. On va réfléchir à la thérapie. Faites ça. Je me suis levée, laissant de l'argent pour mon café sur la table. Et pendant que vous réfléchissez, considérez peut-être ce que Léa va faire maintenant que je ne finance plus son style de vie non plus. Je les ai laissés là. 2 personnes qui avaient passé tellement de temps à prendre qu'elles avaient oublié comment donner. La promotion est arrivée 6 semaines plus tard. Marc m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi. Son expression illisible. A fermé la porte. Mon estomac a chuté. Est-ce que quelque chose avait mal tourné? Avait-il trouvé une erreur dans mon travail? Ton système d'organisation pour le compte Henderson, a-t-il dit, affichant quelque chose sur son ordinateur. Je l'ai montré à la directrice régionale. Elle a été impressionnée. Très impressionnée. J'ai cligné des yeux. Oh, merci. Nous créons un nouveau poste, coordinatrice senior des opérations. Ça vient avec une augmentation significative et ta propre équipe. Il a tourné le moniteur vers moi, montrant une description de poste qui a fait battre mon cœur. J'aimerais te l'offrir. Le salaire était de 30 000 € de plus que ce que je gagnais actuellement. 30 000 € qui iraient dans mes économies, mes investissements, mon avenir, pas dans le prêt immobilier ou le fonds de vacances de quelqu'un d'autre. J'accepte, ai-je dit, ma voix stable malgré la joie qui m'envahissait. Bien, Marc a souri, quelque chose de rare pour lui. Tu portais beaucoup en dehors du travail, Élise. Je ne connais pas les détails, mais j'ai vu le changement en toi ces derniers mois. Tu sembles plus légère. Je le suis, ai-je dit. J'ai finalement posé quelque chose que je n'aurais jamais dû ramasser en premier lieu. Mon appartement est devenu un foyer lentement, délibérément. J'ai acheté un nouveau canapé, pas cher, pas chic, mais le mien, choisi par moi pour moi. J'ai accroché des œuvres d'art que j'aimais vraiment au lieu d'impressions génériques. J'ai rempli la bibliothèque de livres que je voulais lire, pas ceux qui faisaient bien pour la parade. J'ai planté des herbes sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Basilic, romarin, thym. Je les arrosais quand elles en avaient besoin, pas quand quelqu'un l'exigeait.
J'ai ouvert un compte d'épargne à haut rendement et regardé le solde croître. L'argent qui disparaissait autrefois dans le vide des obligations familiales s'accumulait maintenant avec un but. Pauline est venue un samedi avec du vin et des plats à emporter. Nous nous sommes assises sur mon nouveau canapé, mon espace, et elle a levé son verre. « À la liberté », a-t-elle dit. « Dis, à la liberté », ai-je fait écho. « Tu regrettes » a-t-elle demandé plus tard, après que nous avons épuisé tous les sujets faciles. De les avoir quittés? J'y ai pensé honnêtement, pensé au salon vide, au visage choqué, au moment où tout a changé. Non, ai-je dit. Je regrette d'être restée aussi longtemps. Je regrette toutes les années où je les ai laissés me convaincre que le sacrifice égalait l'amour. Mais partir? J'ai secoué la tête. Partir était la chose la plus saine que j'ai jamais faite. Tu leur as parlé depuis le café? Mère envoie des textos occasionnellement, des tentatives tièdes de connexion. Père a envoyé une carte d'anniversaire. J'ai haussé les épaules. Léa a trouvé un travail, apparemment. Vente au détail. Temps partiel. C'est un début. Et toi? Je vais bien. Vraiment bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'ai regardé autour de mon appartement, petit, modeste, mais entièrement à moi. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas coupable. Je suis juste. Libre. Je regarde en arrière maintenant au moment où je suis sortie de cette maison avec mes affaires chargées dans un camion et je le vois clairement. Je ne suis pas partie pour les punir. Je ne suis pas partie par vengeance ou pour leur donner une leçon. Je suis partie pour arrêter d'être utilisée. Je suis partie pour réclamer la vie que j'avais mise en pause pour des gens qui valoraient mon utilité plus que mon humanité. Je suis partie parce que rester aurait tué quelque chose d'essentiel en moi. La partie qui savait que je méritais mieux, qui croyait que je valais plus qu'un distributeur automatique avec un rythme cardiaque. Ils ne se sont pas remis rapidement. La maison, elle a été mise sur le marché 6 mois plus tard, trop grande, trop chère, sans mes contributions. Ils ont réduit la voilure pour un appartement, fait des ajustements, affronté les conséquences, mais moi, j'ai récupéré. J'ai récupéré au moment où je suis partie avec mes meubles et que je n'ai pas regardé en arrière. Certaines personnes appellent ça égoïste. J'appelle ça de la survie. Certaines personnes appellent ça cruel. J'appelle ça nécessaire. Certaines personnes disent que la famille devrait tout pardonner. Je dis que la famille ne devrait pas nécessiter de pardon pour le respect de base en premier lieu. Je ne suis pas leur méchante. Je ne suis pas leur victime. Je suis simplement quelqu'un qui s'est enfin choisi. Et ce choix, cette unique décision de valoriser ma propre vie autant que j'avais valorisé la leur, a tout changé. L'appartement est calme ce soir. Paisible. Le genre de silence qui ressemble à du contentement au lieu de la solitude. Mes herbes prospèrent sur le rebord de la fenêtre. Mon compte d'épargne grandit, ma carrière fleurit et je suis libre. Enfin, complètement, libre sans excuse.